Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Medi 1 TV. On connaît désormais les grandes affiches de la future fête du football mondial. La Coupe du Monde 2026 a rendu son verdict quant au tirage au sort effectué hier ce soir face avec les tirages au sort qui a été organisé au Kennedy Center de Washington. Une Coupe du Monde, qu'on le rappelle, sera organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique du 11 au 19 juin. On parlera du groupe du Maroc avec une saveur de 1998 qu'on évoquera également à l'Argentine qui sera dans un groupe avec une autre nation africaine. On en parle dans quelques instants. Et pour évoquer ce tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, j'ai d'abord l'honneur d'accueillir à mes côtés Adel Arradi, entraîneur. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Anas, ravi d'être parmi vous. Bonsoir à toutes et à tous. Également avec nous à distance depuis Paris en direct, Elton Mokolo, journaliste RMC et Canal Plus Afrique qui nous rejoint. Bonsoir Elton. Bonsoir Anas, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez apprécié le tirage au sort et notamment ce parfum de 98. On va parler justement, on va commencer d'ailleurs par ce groupe-là, le groupe C du Maroc, composé des Lions de l'Atlas avec le Brésil, l'Écosse et Haïti. Un groupe qui paraît peut-être abordable sur le papier, mais on sait que toutes les équipes sont difficiles à jouer dans une Coupe du Monde. Adel Arradi, je vais commencer par vous. Que pensez-vous justement de cette poule des Lions de l'Atlas ? Vraiment une édition qui ressemble à la Coupe du Monde de 1998. Là, on a joué contre le Brésil et l'Écosse. Il y avait le Norvège à ce moment-là. Aujourd'hui, on a le Haïti. Alors, on va fréquenter des différentes cultures de football. Il y a le Brésil, l'Amérique latine. Il y a l'Écosse qui est un pays anglophone à côté de l'Angleterre avec une culture de jeu très différente. Il y a le Haïti qui vient de pays de Caraïbes, vraiment que des Première équipes pareilles. Coupe du Monde depuis 1974 pour Haïti. Des équipes pareilles sont toujours des surprises. Vraiment, pour moi, on doit faire attention à cet adversaire-là. Le Haïti, on ne doit vraiment pas le sous-estimer et vraiment le prendre au sérieux. Alors, Brésil, le Maroc aujourd'hui, sur papier, c'est l'équipe la plus forte. Parce que vraiment, on vient d'une demi-finale à la Coupe du Monde du Qatar. On était 4e mondial. Alors, on peut être à la finale à ce moment-là. Mais vraiment, aujourd'hui, le Maroc, c'est l'équipe la plus performante si on prend vraiment la performance de l'équipe nationale marocaine ces dernières années. Le Brésil, ces dernières années, il n'a pas vraiment été brillant. On rappelle éliminé par la Croatie lors du dernier mondial. Lors des dernières éditions de la Coupe du Monde. L'Écosse aussi, ils ont été absents, je pense, pour les 2 dernières Coupes du Monde. Alors, je pense que c'est un groupe, on ne peut pas dire que facile, on ne peut pas dire que difficile, parce qu'on doit être prêt le jour des matchs, le jour des compétitions. Je pense que c'est ça le plus important. Alors, le Maroc, maintenant, sa première mission, ça va être de se qualifier pour le 2e tour. Elton, je vais me tourner vers vous. On va parler un peu du Brésil, en tout cas cette rivalité entre le Brésil et les nations africaines. On a eu quelques matchs dernièrement avec des nations africaines. La défaite à Tanger du Brésil face au Maroc. Il y a eu également une défaite face au Sénégal, on le rappelle, l'année passée. Cette fois, ils ont pris leur revanche lors de la dernière trêve internationale. Ils ont également fait match nul face à la Tunisie. Sur quels aspects peut-être le Maroc peut solliciter pour déranger cette équipe du Brésil ? Sur le caractère de la compétitivité, sur le fait que le Brésil est une équipe qui se cherche, notamment d'un point de vue défensif, ça a été le principal chantier du nouveau sélectionneur Carlo Ancelotti, parce qu'il faut évoquer le fait que le Brésil a changé beaucoup de sélectionneurs depuis la Coupe du Monde 2022 et le long mandat de Tite, qui avait notamment remporté la Copa 2019. Ça va pas forcément marcher avec Fernando Diniz. On s'est rapatrié sur un choix quand même de luxe avec Carlo Ancelotti. Mais aujourd'hui, clairement, la marge de progression, c'est le secteur défensif. On l'a vu sur les qualifications en zone Amérique du Sud, le Brésil avait été étrillé par l'Argentine sans Lionel Messi. Et ça avait fait beaucoup jaser. On a vu Carlo Ancelotti, dès qu'il est arrivé, Carlo Ancelotti reste quand même un entraîneur italien. Il a dit qu'il fallait davantage axer le travail sur l'aspect défensif parce qu'offensivement, très sincèrement, il y a quand même du talent. Et donc, c'est là où le Maroc peut faire mal, notamment sur un Brésil qui se cherche
défensivement et qui n'a pas encore résolu tous les problèmes. Parce qu'on l'a encore vu lors du dernier rassemblement du mois de novembre, le Brésil a été quand même tenu en échec par la Tunisie. C'est quand même des indications sérieuses dans la perspective de la Coupe du Monde. Je vais me tourner vers vous, Adil. On parle du Maroc justement qui peut capitaliser sur ses atouts offensifs, mais on sait que le Maroc a aussi des problèmes en défense. Est-ce qu'une sélection comme le Brésil, qui a beaucoup de talents offensifs, on peut parler de Vinicius, on peut parler de Rodrigo, de Matheus Cunha, de Richarlison, les noms sont nombreux, mais est-ce que cet aspect défensif où le Maroc commence à perdre un peu de l'expérience avec le vieillissement de Romain Saïs, des fois des blessures qui viennent handicaper cette défense, est-ce que le Maroc peut s'inquiéter par rapport à tout cela ? Non, je ne pense pas. Parce que c'est encore loin pour jouer contre le Brésil en Coupe du Monde. Et d'ici là, normalement, on aura des solutions. Aujourd'hui, on a un problème défensif parce qu'on a pas mal de blessés. Ça, c'est un problème. Il y a aussi un problème de vieillissement. Mais d'ici là, probablement, il y aura une solution. J'en suis sûr et certain. À propos de l'équipe de Brésil, ils sont trop forts offensivement, je suis d'accord. Mais ce que vraiment Carlo Ancelotti a ramené cette équipe, et j'espère qu'il va maintenir cette compétence que Carlo Ancelotti le maîtrise, c'est la conception de leadership qui a ramené au vestiaire de l'équipe nationale brésilienne. C'est ça ce qui a vraiment fait la différence. Alors, Brésil est l'effort offensivement. Nous, d'ici là, on doit trouver un équilibre entre notre conception sur la phase def que sur la phase offensive aussi. Alors, si on est prêt, surtout au niveau de l'axe central et au niveau du milieu défensif, ça veut dire qu'on va exercer notre module du jeu que notre sélectionneur Walid Regragui il aime beaucoup. Et vraiment, on sait aussi que les Brésiliens, ils aiment vraiment jouer l'attaque placée, attaquer. Mais le Maroc, il sait défendre, il sait aller en contre-attaque. Je pense que ça va être un très grand match. Et j'espère que tout le monde sera prêt. Et on aura à ce moment-là tous nos joueurs pour vraiment fréquenter des nations pareilles et confirmer le résultat qu'on a fait à Tanger, être à la hauteur comme on a été à la Coupe du Monde du Qatar 2022. On a été à la hauteur avec un jeu et des joueurs qui sont issus de l'Europe. Et on remarque peut-être ce point en commun avec toutes ces sélections, que ce soit l'Écosse, le Brésil, Haïti ou même le Maroc. Plusieurs joueurs évoluent dans les championnats européens. Est-ce que justement ce football européen qu'on retrouve dans tout ce groupe C, Elton, est-ce que ça peut jouer en faveur du Maroc puisqu'il va jouer contre des équipes un jeu similaire aux leurs, ou en tout cas des joueurs qui évoluent dans les mêmes championnats que les leurs, ou est-ce qu'au contraire, ça va peut-être leur enlever ce petit pas d'avance qu'ils peuvent avoir sur ces sélections ? Non, je pense que clairement, ça peut être un avantage parce qu'aujourd'hui, dans le football d'élite, et quand je dis football d'élite, c'est le football européen, il est de plus en plus standardisé. C'est un lien de cause à effet avec ce qui peut se passer dans le football de nation. Donc, en l'occurrence, la Coupe du Monde. Le fait que le Brésil aille chercher Carlo Ancelotti, c'est pas anodin. L'Écosse, on vient de l'évoquer. Donc aujourd'hui, le fait d'évoluer justement contre ou avec, parfois dans le football de club, parce que je vous rappelle que Achraf Hakimi devrait retrouver, sauf grande surprise, un Marquinhos. Tout ça, ça peut aider à savoir qu'on parle de joueurs, on parle d'équipes qui au final se connaissent et que clairement, on l'avait vu à l'occasion de la victoire à Tanger. Il n'y a pas d'effet de surprise, notamment pour le Maroc quand ça affronte le Brésil. Il y a encore plus d'implication à l'idée de se dire qu'à partir du moment où on affronte ces joueurs-là, et ben et ça reste des êtres humains, ça reste des joueurs contre qui ça peut gagner. Et donc forcément, je pense que ça peut être un avantage sur une Coupe du Monde où aujourd'hui, dans le concert des nations, c'est davantage standardisé parce que le football d'élite veut ça. À partir du moment où c'est un football qui est beaucoup plus globalisé, mondialisé et qui fait appel à toutes les nations, que ce soit le Brésil ou le Maroc. On va voir, on a eu des statistiques données par Opta, c'était hier avant le tirage au sort, concernant les chances, les probabilités des équipes participantes pour remporter cette Coupe du Monde 2026. C'est la première en tout cas qui apparaît dans ce classement, c'est l'Espagne avec 17%. On peut le comprendre, c'est une équipe qui a le vent en poupe en ce moment, qui continue à être invaincue depuis plusieurs trêves internationales. Je vais rester avec vous, Elton, rapidement avant de passer à Adil. Vous qui connaissez le football espagnol, je vous connais un peu, vous êtes passionné de Liga et de football espagnol. Est-ce que vous confirmez le fait que l'Espagne est le grand favori de ce tournoi ? Oui, l'Espagne est le grand favori parce que porté par cette dernière victoire lors de l'Euro et aussi une finale de Ligue des Nations perdue
contre le Portugal, mais on a le sentiment que l'Espagne, ils ont quand même fait des qualifications qui ont été très convaincantes, avec notamment une victoire retentissante en Turquie, avec 6 buts marqués. Il y a Lamine Yamal, il y a Pedri, il y a aussi Rodri. On va voir comment il va revenir. Rodri qui était Ballon d'Or avant Ousmane Dembélé. Donc tout laisse à penser que l'Espagne aussi paraît comme être le principal, la favorite pour la prochaine Coupe du Monde, parce qu'on se dit que l'Argentine, c'est toujours très difficile de répéter un nouveau titre après l'avoir remporté, mais l'Espagne, on a le sentiment que les planètes sont alignées. Mais maintenant, il faudra mettre en avant le fait que la jeunesse de cette équipe espagnole peut être un avantage, comme elle peut être aussi un défaut sur un grand rendez-vous, parce que n'oublions pas qu'on est sur un format inédit avec non pas 7 mais 8 matchs. Donc la répétition des matchs sur une fin de saison qui risque d'être très énergivore, parce que on peut penser que les équipes espagnoles vont aller loin en Ligue des Champions, vont se battre jusqu'au bout pour le titre en Liga. Ça peut être aussi un désavantage. Mais oui, clairement, sur la hiérarchie aujourd'hui, mettre en avant l'Espagne, c'est quand même pour moi d'une certaine logique. L'Espagne qui se retrouve dans le groupe H, on le rappelle, avec l'Arabie Saoudite, l'Uruguay et le Cap-Vert qui va fêter sa première participation à une Coupe du Monde. Un petit mot, je vais parler avec Adil concernant l'Arabie Saoudite et cette possibilité là aussi de faire tomber des grands. On le rappelle, l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine il y a 4 ans et a réussi l'Argentine ensuite à remporter cette Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que dans ce groupe-là composé de l'Arabie Saoudite, de l'Uruguay et du Cap-Vert, est-ce que l'Espagne peut tomber dans le piège de certaines de ces sélections? Je ne le pense pas, parce que ce qu'ils ont montré, l'équipe espagnole ces derniers temps, vraiment c'est fabuleux. Ils montrent qu'ils sont une équipe de grande taille, et c'est très difficile qu'ils perdent contre des équipes de tel statut. Mais je pense que l'Arabie Saoudite, l'Uruguay, Cap-Vert, l'Uruguay aussi reste vraiment un adversaire. Un adversaire de taille, surtout coaché par un professeur qui s'appelle Marcelo Bielsa. Et Absolument. moi, j'ai suivi les matchs de l'Uruguay dans les éliminatoires de l'Amérique latine. Vraiment, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, et c'est une équipe très disciplinée dans la phase défensive et offensive. Et vraiment, c'est un adversaire très, très compliqué à jouer. Alors, je pense que pour moi, le groupe H, l'Espagne, c'est le favori du groupe. Alors, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite, ils vont vraiment se battre pour la deuxième place. Je pense que Cap-Vert, il a peu de chances pour passer à côté de ces équipes de telle taille. Les requins bleus de Boubista qui ont quand même réalisé même de belles prestations lors des dernières Coupes d'Afrique des Nations, mais forcément, peut-être qu'à un niveau plus élevé, ça va être compliqué là aussi de compétir. Vous avez parlé de l'Uruguay, une équipe sud-américaine qui met beaucoup d'intensité. J'ai envie de prendre la perche que vous m'avez tendue et parler de l'Argentine, championne du monde en titre, forcément. Là aussi, on doit évoquer le groupe de l'Argentine qui se retrouve avec l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie, deux pays arabes qu'on retrouve dans ce groupe-là. Je vais me tourner là aussi vers vous, Elton, pour parler de ce groupe qui paraît quand même, on va dire, assez abordable pour l'Albiceleste de Lionel Scaloni. L'Argentine va être un peu plus méfiante par rapport à 2022, parce que beaucoup de gens se souviennent bien évidemment du titre mondial remporté, mais il ne faut pas oublier que l'Argentine avait été surprise lors du premier match contre l'Arabie Saoudite, si bien qu'elle avait joué un deuxième match très important contre le Mexique, et après derrière on connaît l'histoire. Et j'ai envie de penser que l'Argentine, déjà, c'est une équipe qui a plus rien à voir avec l'équipe qui a attaqué la Coupe du Monde 2022, parce que entre-temps, on parle d'une équipe qui a remporté donc 3 titres consécutifs, 2 Copa América, une Coupe du Monde. Et après, c'est vrai que quand on regarde la composition de la poule, on s'aperçoit que l'Autriche revient dans la Coupe du Monde. La dernière fois, c'était justement aussi en 98. Mais il ne faut pas oublier que l'Autriche avait terminé devant l'équipe de France, devant les Pays-Bas lors du dernier Euro du côté de l'Allemagne. Donc, il y aura un peu de méfiance. L'Algérie qui revient également dans le concert des nations lors de la Coupe du Monde. L'Algérie qui aura à cœur justement de montrer ce qu'elle vaut. Et la Jordanie qui sera la principale curiosité, parce que voilà, on n'avait pas vu la Jordanie en Coupe du Monde, mais toujours est-il que pour l'Argentine, on a l'idée que c'est une équipe qui se connaît, bien évidemment, emmenée par un Lionel Messi qui est plutôt jeune certes, mais un Lionel Messi qui aura à cœur d'être compétitif aux États-Unis, là où il évolue. Donc c'est une équipe argentine qui va vouloir
mettre fin à cette forme de malédiction, à savoir qu'on n'a plus un double vainqueur de suite en Coupe du Monde depuis 1962, c'était le Brésil. Alors, bien évidemment, les Argentins, ils n'ont pas envie de faire comme leurs voisins historiques, ils n'ont pas envie de les copier, et s'ils pouvaient faire un doublé, ce serait quand même bienvenu. Et dans ce groupe-là, avec l'Argentine, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'Algérie de Vladimir Petkovic, les Fennecs qui retrouvent une Coupe du Monde après ses absences en 2018 et 2022. On peut penser que les Fennecs vont essayer de surprendre un peu cette Argentine-là. Est-ce qu'ils ont les armes pour le faire, Adil? D'abord, la première chose, on a perdu une place pour nos pays arabes parce que vraiment, il y a l'Algérie et la Jordanie parce que J'allais venir, la Jordanie, entraînée par Jamal Slami, absolument. ils viennent du niveau 3. Alors, c'est pour cela qu'ils sont ensemble. Le Maroc, c'est le seul pays arabe qui vient du niveau 2. Et vraiment, on a perdu une place pour une nation arabe. Alors, l'Algérie, ils sont de retour en Coupe du Monde de nouveau. Battre l'Argentine, ça va être un peu difficile sur papier, mais on ne sait pas les surprises qu'on peut avoir dans le terrain. C'est l'Arabie Saoudite, ils ont été capables de le faire. Pourquoi pas l'Algérie ne le fait pas? Parce que vraiment, ils ont les joueurs pour. Leurs joueurs évoluent dans les grands clubs européens aussi. Et ils connaissent très bien la compétition, ils connaissent très bien le haut niveau. Leurs joueurs connaissent très bien le haut niveau. Alors, ils ont fréquenté pas mal des éléments qui jouent en Argentine. Je pense que ça peut se faire, mais je trouve que c'est un groupe très difficile. Vraiment, la Jordanie, d'après ce qu'ils ont montré ces derniers temps sous la tutelle des deux coachs marocains, qu'on les félicite pour le travail qu'ils ont fait. Jamal Slami et Hossein Amouta, vraiment, on est fiers d'eux. Alors, ça va être un groupe très difficile, même pour l'Argentine. L'Autriche, c'est un pays en pleine évolution au niveau du football européen. Surtout, finaliste du dernier mondial U17. Du dernier mondial U17, les U20, ils travaillent aussi bien. L'équipe première, ils travaillent aussi bien. Mais on voit qu'aussi, il y a un professeur qui s'approche aussi dans sa philosophie, dans sa façon d'être, dans sa capacité de mettre des choses nouveaux dans le football. C'est M. Ralph Rangnick qui a vraiment entraîné des grands clubs et qui est vraiment un entraîneur de haut niveau. Alors, je pense que ça va être un groupe très, très difficile, mais ça va être un groupe vraiment très, très compétitif. On l'a vu à l'image il y a quelques instants, on a vu le groupe de l'Argentine avec l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie. Et juste à côté, eh bien, il y a le groupe du vice-champion du monde, la France, qui là aussi a un groupe très très compliqué quand même. On le rappelle, c'est le Sénégal, le barragiste FIFA, donc potentiellement l'Irak, la Bolivie et le Suriname et la Norvège. Donc peut-être un affrontement entre Kylian Mbappé, ou en tout cas si on ne leur souhaite pas de blessure bien entendu, entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Elton, avec ce groupe-là quand même, d'une France qui est championne du monde en 2018, d'un Sénégal champion d'Afrique, d'une Norvège qui commence à monter en puissance, est-ce qu'on ne serait pas sur le groupe de la mort de cette Coupe du Monde? Alors c'est vrai, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est la poule de la mort? Alors il y en a qui vont te dire, c'est difficile de parler de poule de la mort dans une Coupe du Monde à 48 où Bien sûr. c'est très difficile de se faire éliminer dès le premier tour. Mais moi, oui, je suis convaincu que c'est la poule de la mort parce que il n'y a pas de notion de montée en puissance qui prévaut dans cette poule. À partir du moment où l'équipe de France va affronter le Sénégal, qui aura justement, mais c'est un match qui est chargé en symbolique. On a déjà eu le précédent de 2002 avec la victoire du Sénégal lors du match d'ouverture. Il y a également la Norvège qui affiche le meilleur bilan des éliminatoires en qualification zone Europe, avec notamment un retentissant 4-1 en Italie, porté par Erling Haaland. Et cette idée de se dire que la Norvège, enfin, doit faire un gros résultat. Et le barragiste, que ce soit l'Irak, la Bolivie ou Suriname, ça sera une nouveauté pour l'équipe de France. Mais au global, quand on regarde la composition de la poule, pour moi, c'est la poule de la mort parce qu'il n'y aura pas de montée en puissance à avoir pour l'équipe de France. Dès le premier match, il faudra être à bloc parce que ça peut avoir un impact notamment sur la phase éliminatoire si l'équipe de France se qualifie. Auquel cas, que ce soit une deuxième, voire une troisième place, on ne sait jamais, même si j'ai le sentiment que l'équipe de France a quand même une certaine marge, il faudra se méfier des deux nations, que ce soit le Sénégal ou la Norvège, et même le barragiste.
On va parler d'un autre pays africain en lice dans cette Coupe du Monde. Alors, j'avais envie d'avoir un petit mot pour l'Égypte, qui est déjà sous pression avec la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive dans quelques jours, dans 2 semaines exactement. Et là, ils sont dans un groupe là aussi assez compliqué. Malgré tout, on va le voir, le groupe G, composé de la Belgique, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande. Le Maroc, qui a déjà connu des problèmes face à l'Iran, qui reste une équipe quand même, malgré tout, très accrocheuse. La Belgique, ils sont un peu dans un renouveau. Et la Nouvelle-Zélande, là aussi, c'est ce genre d'équipe comme l'Australie, on ne sait pas trop comment les placer dans ce genre de compétition. Est-ce que l'Égypte, on ne sait pas encore s'ils seront dirigés en plus par Hussam Hassan à ce moment-là, est-ce que vous pensez qu'ils ont leur chance dans cette poule? C'est un groupe très difficile à jouer vraiment, surtout la Belgique qui passe par une phase de transition, qui veut vraiment se remettre parmi les écuries de plus haut niveau. Alors l'Égypte aussi. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été dans une Coupe du Monde. Ils maîtrisent le contexte africain, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en Coupe du Monde. Alors l'Iran, c'est une équipe très difficile à jouer. C'est des habitués en Coupe du Monde. Ils ont toujours été difficiles à jouer, toujours une équipe accrocheuse. La Nouvelle-Zélande, il va venir avec la philosophie anglophone. Je pense que vraiment c'est un groupe très compétitif parce que ce groupe-là, vraiment, on ne sait pas c'est qui va se qualifier au deuxième tour. C'est le terrain qui va nous montrer c'est quelle équipe qui sera en deuxième tour. Mais je pense que l'Égypte, ce qui me fait peur pour l'Égypte, c'est le manque d'expérience de leur participation en Coupe du Monde. C'est vrai que forcément, même si avec toutes les stars qu'on connaît, Moustapha Mohamed, Mohamed Salah, Omar Marmouche, eh bien forcément cette expérience en Coupe du Monde, elle manque un peu. C'est un peu comme la Tunisie. J'avais envie de parler aussi de la Tunisie, qui se retrouve là aussi dans un groupe très compliqué. Les Pays-Bas, le Japon et un barragiste du UEFA, ça sera soit l'Ukraine, soit la Suède ou la Pologne ou l'Albanie. Donc là aussi, un groupe très compliqué. C'est une des seules sélections aussi qui en ce moment joue la Coupe arabe et qui joue avec la sélection qui devrait voyager au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et là aussi, on a l'impression que voilà, la Tunisie, est-ce qu'elle va trouver des solutions contre ces sélections comme les Pays-Bas ou le Japon ? Je pense qu'ils ont assez de temps pour travailler, pour préparer une équipe compétitive, pour rendre à la Tunisie son statut de 10 ans ou 15 ans avant. Alors on voit vraiment que la Tunisie elle a perdu en statut ces dernières années. Alors Pays-Bas, c'est une équipe qui monte en puissance. Je pense que aujourd'hui, moi, je les classe avec l'Espagne, la France et les équipes les plus huppées au niveau européen. Alors le Japon, on connaît le Japon, on connaît la rigueur des Japonais. C'est des habitués de la Coupe du Monde. Alors je pense que c'est des équipes qui préparent toujours bien leur arrivée en Coupe du Monde. Alors pour le barragiste qui reste, si on parle d'Ukraine, ça reste une grande école de football européen. Si on parle aussi du Suède, ça reste une grande école du football européen. La Pologne aussi. L'Albanie qui monte en puissance ces derniers temps. On a vu les matchs et leurs prestations contre des grandes équipes européennes. Vraiment, ils étaient à la hauteur, surtout contre l'Italie. J'ai vu un match, vraiment, ils ont rendu la tâche très compliquée pour les Italiens. Je pense que la Tunisie doivent beaucoup travailler pour sortir de ce groupe et se qualifier pour la prochaine phase. Elton, je me retourne vers vous. On va peut-être donner un dernier mot sur les sélections africaines qu'on n'a pas encore évoquées. Malheureusement, il y en a 9 potentiellement, 10 qui vont participer à cette Coupe d'Afrique des Nations en attendant le barrage intercontinental dans lequel est impliquée la République démocratique du Congo. On a des groupes comme l'Afrique du Sud qui se retrouvent avec le Mexique, la Corée du Sud et un autre barragiste du UEFA, la Côte d'Ivoire qui va affronter l'Allemagne. Est-ce qu'on a enfin cette chance-là de voir dans cette Coupe du Monde 2026 un peu plus qu'une ou deux nations africaines en 16e ou en 8e de finale? Aujourd'hui, avec cette réforme de la Coupe du Monde, cet élargissement de la Coupe du Monde, ça doit être le principal objectif. Moi, Anas, je vais me dire, voir au moins 6 pays africains lors de la phase éliminatoire de Coupe du Monde, c'est un objectif qui doit être largement envisageable. Alors oui, avant tout, il s'agit de respecter les principaux adversaires, mais entre le fait d'avoir cette fameuse troisième place qualificative, enfin les meilleurs troisièmes, il y en a quand même 8 qui devraient passer, et surtout le fait d'avoir des poules qui, sincèrement, quand on regarde l'évolution des pays africains, on a évoqué le Maroc par rapport à sa Coupe du Monde 2022, on a évoqué la Côte d'Ivoire par rapport à son statut. Bon, même si ça pourrait changer à l'occasion de la prochaine CAN, qui a quand même remporté la dernière CAN, sa CAN.
On a évoqué l'Afrique du Sud qui a été demi-finaliste lors de la Coupe du Monde, lors de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Et ben, tout ça me laisse à penser que les pays africains doivent arriver, pas décomplexés, mais avec cette idée de performer pour la phase éliminatoire. Parce qu'aujourd'hui, ce nouveau format offre beaucoup plus de perspectives. On n'est pas sur une Coupe du Monde à 32 où justement par le jeu des têtes de série, c'était un peu plus compliqué parce qu'en plus, il y avait moins de pays africains. Donc c'est clairement un objectif, avoir au moins 6 nations qui doivent être en phase éliminatoire. Eh bien, en tout cas, on le souhaite. On va vous mettre une dernière fois le tirage au sort complet de la Coupe du Monde 2026 avec, bien entendu, le groupe qui nous intéresse le plus, le groupe C, avec le Maroc, le Brésil, Haïti et l'Écosse. On va également parler des autres nations africaines dans le groupe A, l'Afrique du Sud, donc avec le Mexique, la Corée du Sud et un barragiste UEFA. Également, on a parlé de l'Égypte avec la Belgique, et l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Algérie qui se retrouve avec les champions du monde argentins. Beaucoup de groupes qui nous offrent des affiches très très intéressantes et en tout cas on les suivra avec vous ici sur Medi 1 TV. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vais remercier mes invités. Adil Radi, merci d'avoir été avec nous pour analyser ce tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Merci à vous. Je remercie également Elton Mokolo en direct avec nous depuis Paris, journaliste RMC et Canal+ Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne suite de programme sur Medi 1 TV.